La nuit tombait sur les routes sinueuses du sud-ouest du Nigeria comme un manteau lourd et humide. L'air, dense de l'odeur de terre mouillée et de la fumée de bois de chauffage lointaine, entrait par la fenêtre de la vieille Peugeot 504 d'Adekunle. Il était fatigué. Le voyage d'Ibadan à son village natal, près d'Abeokuta, semblait plus long que d'habitude. Les ventes de tissus en ville avaient été bonnes, mais la route du retour était une épreuve de patience et pour les amortisseurs. Le soleil, une boule de feu orange et violette, s'était déjà noyé à l'horizon, laissant derrière lui un ciel d'un indigo profond, parsemé des premières étoiles timides. Adekunle monta le volume de la radio, essayant de couvrir le bourdonnement des insectes et la solitude de la route, avec la voix enjouée d'un animateur radio qui parlait du prochain match des Super Eagles. Mais la réception commença à faiblir, grésillant et se transformant en un crépitement statique, comme si la nuit elle-même avalait les ondes radio. Il soupira, tapotant ses doigts sur le volant usé. Il restait un peu plus d'1 heure pour arriver à la maison, à l'étreinte de sa mère et au plat chaud des Foriro qu'il savait l'attendre. Ce fut alors qu'il la vit. Au bord de la route de terre rouge, éclairée par intermittence par ses phares jaunâtres, se tenait une silhouette solitaire. Une femme âgée, courbée par le poids des ans, vêtue d'un hiro et buba d'un motif ancien, aux couleurs délavées qui semblaient appartenir à une autre époque. Elle tenait un bâton de bois sombre, non pour s'appuyer, mais avec une dignité presque royale. Elle ne fit pas de signe de la main, aucun geste. Elle se tenait simplement là, immobile, le regard fixé sur l'obscurité devant elle, comme si elle l'attendait depuis la nuit des temps. Le premier instinct d'Adekunle fut d'accélérer. Les histoires que sa grand-mère racontait sur les esprits de la route, sur les éboras qui prenaient une forme humaine pour tromper les voyageurs imprudents, résonnèrent dans son esprit. Il était un homme moderne, un homme de la ville, avec un smartphone dans sa poche et un compte en banque. Il ne croyait plus à ses superstitions, mais le cœur a une mémoire plus ancienne que la raison. Il sentit un frisson parcourir son échine. Cependant, en passant à côté d'elle, ses phares éclairèrent son visage un instant. C'était un visage sillonné de milliers de rides, comme une carte de rivières asséchées, mais ses yeux étaient étonnamment clairs et perçants. Il y avait en eux une tristesse profonde, une solitude qui toucha quelque chose en Adekunle. Et si elle n'était qu'une grand-mère, une Iya Agba, revenant d'un marché lointain, perdu, comment pourrait-il vivre avec lui-même s'il la laissait là, seul dans l'obscurité grandissante, à la merci de n'importe quel danger? Il pila sur le frein, La voiture s'arrêta dans une secousse, soulevant un nuage de poussière rouge. En regardant dans le rétroviseur, il la vit immobile, une silhouette se découpant sur la nuit. Avec un soupir de résignation, il enclencha la marche arrière. Il s'arrêta à côté d'elle et baissa la vitre du passager. « Iya, bonsoir », dit-il en yoruba, la langue du respect. « Vous allez bien? Vous avez besoin d'aide ?» La vieille femme tourna la tête lentement. Ses mouvements étaient fluides et délibérés, sans la fragilité que son apparence suggérait. Ses yeux le jaugèrent dans le noir. Un instant, il pensa qu'elle ne répondrait pas. « La nuit est une voyageuse qui arrive toujours à destination », répondit-elle. Sa voix était basse et rauque, comme le bruit des feuilles sèches balayées par le vent. « Moi aussi, je dois arriver à la mienne. » Sa réponse n'était pas une réponse. C'était un proverbe, un de ceux d'autrefois. Adekunle fronça les sourcils. « Vous allez au village d'Ak, ou peut-être à Ishara? Je peux vous y conduire si c'est sur mon chemin. »« Le chemin est toujours le chemin, » dit-elle, et un léger sourire effleura ses lèvres fines. « Mon lieu de repos est un peu plus loin, près de l'endroit où dorment les anciens. » Adekunle le comprit. Le cimetière. Il y avait un ancien cimetière à quelques kilomètres de là, un lieu que tous évitaient après la tombée de la nuit. Ce n'était pas un cimetière ordinaire. La moitié était un cimetière chrétien de l'époque coloniale, avec des pierres tombales en pierre délavée et des noms anglais rongés par le temps. L'autre moitié, plus ancienne et séparée par un mur en ruine, était un ancien bois sacré, un lieu de sépulture précoloniale dont la légende disait qu'il abritait les restes de prêtres et de prêtresses d'Oya, l'orisha des vents, des tempêtes et des portes du cimetière. C'était un lieu de pouvoir, un lieu évité. « Le cimetière ?» demanda-t-il, une pointe d'inquiétude le piquant. « Vous habitez près de là ? J'habite où j'ai toujours habité, » dit-elle en ouvrant la portière avant qu'il ne puisse lui proposer son aide. Elle s'installa sur le siège passager avec une grâce surprenante. La portière se referma avec un clic doux. À l'instant où elle entra, l'air à l'intérieur de la voiture changea. Il devint plus froid, et une odeur étrange emplit l'espace. Ce n'était pas une mauvaise odeur, mais elle était ancienne.
Ça sentait la terre humide après une forte pluie, les feuilles en décomposition et une fleur qu'il ne pouvait identifier. Un parfum doux et mélancolique à la fois. Le crépitement de la radio cessa brusquement, remplacé par un silence profond, plus lourd que l'absence de son. Adekunle déglutit difficilement et mit la voiture en mouvement. Il essaya d'engager la conversation pour briser la tension croissante qui s'installait dans sa poitrine. « Je m'appelle Adekunle, Iya. Je reviens d'Ibadan. Je vends des tissus. Le tisserand tisse le fil, mais c'est le temps qui dessine le motif, murmura-t-elle en regardant la route sombre devant elle. Votre nom porte une couronne, Adekunle. La couronne remplit la maison. C'est un bon nom. Vos ancêtres seraient fiers. Il fut surpris. Vous en connaissez la signification ? Elle tourna son visage vers lui, et dans la pénombre du tableau de bord, ses yeux parurent briller d'une lumière propre. Je connais tous les noms que la terre a donnés à ses enfants. Je connais les histoires qu'ils portent. Ils voyagèrent en silence pendant quelques minutes. Adekunle sentait la sueur couler dans son dos, malgré le froid qui émanait de la femme à côté de lui. Il la regarda furtivement. Ses mains, noueuses et sombres, reposaient sur ses genoux, parfaitement immobiles. Sa peau semblait presque translucide sous la faible lumière. Il tenta une autre question, désespéré de retrouver un semblant de normalité. « Alors, vous avez de la famille près du cimetière ? Des enfants ? Des petits-enfants ?» La vieille femme laissa échapper un son qui aurait pu être un rire ou un soupir. « Mes enfants sont partout. Certains m'ont oublié. D'autres entendent encore ma voix dans le vent. Mais tous, finalement, retournent à la maison de la mère. » Ces paroles étaient comme des énigmes, et Adekunle commença à sentir une peur authentique s'enraciner dans son estomac. Ce n'était pas une rencontre normale. La femme n'était pas une grand-mère ordinaire. Chacun de ses mots semblait chargé du poids des siècles. Il se souvint à nouveau des histoires, avec plus de clarté maintenant, des histoires de rencontres à la croisée des chemins, de faveurs demandées par des êtres qui n'appartenaient pas à ce monde. « Nous arrivons bientôt », dit-il, sa propre voix sonnant tendue. « Le cimetière est après ce grand Iroko. »« Ah, l'Iroko » dit-elle, et pour la première fois, il y avait une note de douleur dans sa voix. « Je me souviens de l'époque où il n'était qu'une pousse. Je me souviens de tous les arbres qui étaient ici. Ils formaient un bois sacré, un endroit où le ciel et la terre conversaient. Les racines gardaient les os et les feuilles murmuraient les noms. » Adekunle regarda l'obscurité dehors. Il ne voyait que de la brousse et des ténèbres. « Un bois ? Oui, mon fils. Avant le cimetière des hommes à la peau pâle, avec leurs pierres froides et leurs noms étranges, il y avait mon lieu, le lieu d'Oya. Les arbres étaient nos pierres tombales, et le vent était notre prière. Mais ils sont venus, avec leurs haches et leurs croix. Ils ne comprenaient pas que couper un arbre sacré, c'est comme trancher la gorge d'un ancêtre. Ils ont appelé ça le progrès. Ils ont construit leur route sur nos tombes et leur cimetière à côté d'une autre, comme une insulte. La peur d'Adekunle commença à se mêler à un sentiment d'admiration et de tristesse. Elle ne parlait pas comme quelqu'un qui a entendu une histoire. Elle parlait comme quelqu'un qui l'avait vécue. Il la regarda vraiment. Son vêtement, Liro et Bouba, n'étaient pas seulement délavés. Le tissu était d'un type que lui, un vendeur de tissus, n'avait pas vu depuis des décennies. Peut-être plus. Il était tissé à la main, avec des teintures naturelles. À mesure qu'ils approchèrent du lieu, la voiture commença à avoir des ratés. Les phares clignotèrent, faiblissant, puis revenant à pleine puissance. Le moteur hoqueta, tout ça, comme s'il se noyait. Adekunle appuya sur l'accélérateur, mais la voiture répondait à peine, ralentissant d'elle-même. « Qu'est-ce qui se passe » murmura-t-il, tapant sur le tableau de bord avec frustration. « La terre se souvient » dit doucement la vieille femme. « Les voitures de métal n'aiment pas passer par des endroits où la mémoire est forte. » Finalement, juste en face du mur en ruine de l'ancien cimetière, le moteur cala complètement. La voiture s'arrêta dans un silence absolu et effrayant. Les phares s'éteignirent, les plongeant dans l'obscurité totale, rompus seulement par la pâle lumière de la lune qui émergeait d'entre les nuages. Adekunle essaya de tourner la clé dans le contact. Rien, pas même un clic. La panique s'empara de lui. Il se tourna vers la femme. « Iya, je suis désolé. La voiture, elle est en panne. Je vais essayer de voir ce que c'est. » Mais elle ne le regardait pas. Elle regardait dehors, vers le cimetière. Le mur de pierre était couvert de lianes, et au-delà, il pouvait distinguer les silhouettes tordues des pierres tombales coloniales, et plus loin, les formes sombres et imposantes des arbres anciens du bois sacré. Le vent se leva, un vent soudain et froid, qui sifflait à travers les fentes de la voiture et secouait violemment les arbres. « Je suis arrivée, dit-elle. Sa voix n'était plus rauque, mais claire et puissante, comme le son d'une cloche lointaine. « Arrivée ? Mais...
Ici, au milieu de la route, laissez-moi réparer la voiture. Je vous emmènerai où il faut. Elle se tourna vers lui, et Adekunle n'oublierait jamais ce qu'il vit. Ses yeux ne brillaient plus. C'étaient 2 puits de ténèbres, mais au fond d'eux, il semblait y avoir un univers d'étoiles tourbillonnant. Son visage, autrefois ridé, paraissait maintenant lisse et intemporel, comme un masque d'ébène poli. Ce n'était pas le visage d'une femme, mais le visage d'une force de la nature. « Tu m'as déjà amené, Adekunle, fils de la couronne, » dit-elle. « Tu m'as montré qu'il y a encore des enfants de cette terre au cœur bon, qui s'arrêtent pour aider une vieille femme sur la route. Mais ton travail est terminé. Mais comment allez-vous? Qui êtes-vous » La question sortit de ses lèvres en un murmure tremblant. La femme sourit, un sourire qui n'était ni heureux ni triste, mais vaste et ancien, comme le temps lui-même. « Je suis la mémoire que la poussière de la route ne peut effacer. Je suis la racine qui brise la pierre. Je suis le vent qui porte les noms des oubliés. » Elle leva la main, et au lieu de le toucher, elle passa ses doigts à quelques centimètres de son visage. Il sentit un froid électrique, comme si un éclair l'avait effleuré. « N'oublie pas, » dit-elle, sa voix maintenant un écho qui semblait venir de partout à la fois. « N'oublie pas ce qui est sous tes pieds. La terre n'oublie pas. » Et puis, cela se produisit. Il n'y eut ni flash de lumière, ni nuage de fumée. En un clin d'œil, elle n'était tout simplement plus là. Le siège du passager était vide. L'odeur de terre humide et de la fleur mystérieuse disparut, remplacée par l'odeur familière de vieux plastique et de poussière de sa voiture. La ceinture de sécurité était encore bouclée, tendue sur un siège vide. La portière du passager était verrouillée de l'intérieur. Adekunle resta paralysé, son cœur battant la chamade contre ses côtes. Son esprit refusait de traiter ce que ses yeux avaient vu. Il cligna des yeux, espérant qu'elle réapparaîtrait. Rien. Il tendit une main tremblante et toucha le siège. Il était froid, glacial. Le vent dehors hurla, un son long et plaintif. Puis, aussi soudainement qu'il avait commencé, il s'arrêta. Et dans le silence qui suivit, le moteur de la voiture toussa une fois et reprit vie de lui-même. Les phares s'allumèrent, éclairant la route vide et le cimetière silencieux. Pendant un long moment, Adekunle ne bougea pas. Il resta juste là, agrippé au volant, la respiration haletante. Lentement, il tourna la tête et regarda le cimetière. Il semblait différent maintenant. Ce n'était plus seulement un endroit effrayant et abandonné. Il y sentait une présence, une énergie ancienne et puissante. Il sentait le poids de l'histoire, la douleur de la profanation, la résilience de la mémoire. Il regarda le grand Iroko et, un instant, il jura avoir vu une forme sombre et féminine debout sous ses branches, l'observant, avant de se dissoudre dans le jeu d'ombre de la lune. Les mains tremblantes, il desserra le frein à main et appuya sur l'accélérateur. La voiture répondit immédiatement, et il fila sur la route, loin de cet endroit, le cœur martelant dans ses oreilles. Il ne s'arrêta qu'en arrivant à son village. Il entra chez lui, pâle et tremblant, ignorant les questions inquiètes de sa mère. Il ne mangea pas. Il ne dormit pas cette nuit-là, ni la nuit suivante. Les mots de la femme résonnèrent dans sa tête. La terre n'oublie pas. Dans les jours qui suivirent, Adekunle devint un homme obsédé. Le vendeur de tissus pratiques et urbains laissa la place à un enquêteur du passé. Il commença à poser des questions. D'abord à sa mère et à sa grand-mère, qui lui racontèrent les légendes qu'il avait toujours rejetées comme du folklore. Elles parlèrent d'un ancien bois sacré dédié à Oya, la reine des vents et des ancêtres, et de sa puissante grande prêtresse, qui vécut des générations auparavant, avant l'arrivée des colonisateurs. Une femme qui, selon la légende, pouvait commander les vents, et qui refusa de céder le bois sacré. La légende disait qu'elle y fut enterrée, debout, afin de pouvoir continuer à veiller sur sa terre pour toujours. Mais Adekunle avait besoin de plus que des légendes. Il se rendit aux archives de la ville à Abeokuta. Il passa des journées poussiéreuses, penché sur d'anciennes cartes et des registres coloniaux britanniques. Et là, il trouva, sur une carte jaunie de 1908, la zone qui était maintenant le cimetière et la route était marquée comme Oya's Grove, Juju Fears. Le bosquet d'Oya craint Juju. Et dans un rapport d'un administrateur de district britannique, il trouva une note de bas de page. Elle parlait de la suppression des superstitions locales pour la construction d'une nouvelle route d'accès. Le rapport mentionnait la résistance d'une vieille prêtresse qui avait mystérieusement disparu après que les arbres sacrés eurent recommencé à être abattus. Son nom n'était pas enregistré. Elle n'était qu'une note de bas de page anonyme dans la marche du progrès colonial. Adekunle s'assit sur la chaise des archives, le papier cassant entre ses mains.
Tout s'emboîtait. La femme sur la route. Elle n'était pas un esprit malin. Elle était une gardienne, une mémoire vivante. Une histoire qui refusait d'être oubliée. Elle ne voulait pas l'effrayer. Elle voulait qu'il sache, qu'il se souvienne. Lui, Adekunle, l'homme moderne avec un nom de couronne qui passait par cette route tous les mois sans jamais avoir pensé à ce qui se trouvait sous l'asphalte. Une semaine plus tard, Adekunle reprit la même route, mais cette fois, il n'était pas pressé. En approchant du cimetière, il ralentit. Il arrêta la voiture au même endroit où elle avait calé. La lumière du jour baignait l'endroit, lui enlevant une partie de son aura effrayante, mais pas sa majesté. Il sortit de la voiture. Dans ses mains, il ne portait pas de tissu, mais une petite calebasse de gin et de noix de cola, une offrande traditionnelle de respect. Il marcha lentement jusqu'au mur en ruine et entra. Il ne sentit pas de peur, mais une profonde révérence. Il traversa la section coloniale, passant devant les pierres tombales britanniques, et se dirigea vers le bois ancien. La lumière du soleil filtrait à travers les feuilles des arbres imposants, créant des motifs dansants sur le sol. L'air y était frais et pur. Il alla jusqu'à la base du grand Iroko et déposa son offrande sur les racines exposées. « Iya », dit-il à voix basse, sa voix ferme. « Je me souviens, j'ai entendu votre histoire. » Il versa un peu de gin sur la terre. « Je suis Adekunle, et je n'oublierai pas. » Au moment où ces mots se terminèrent, une rafale de vent surgit de nulle part, venant du cœur du bois. Elle tourbillonna autour de lui, soulevant des feuilles sèches dans un petit tourbillon. Ce n'était pas un vent froid ou menaçant. C'était un vent qui ressemblait à une caresse, à une reconnaissance. Il ferma les yeux, et un instant, il put sentir l'odeur de cette fleur douce et mélancolique, et entendre, très loin, le son d'une cloche. Quand le vent cessa et qu'il ouvrit les yeux, le bois était de nouveau silencieux. Mais quelque chose en lui avait changé pour toujours. Il n'était plus seulement un vendeur de tissus. Il était le porteur d'une histoire. Il avait pris en stop une dame étrange. Et en échange, elle lui avait rendu une partie de sa propre histoire, une partie de l'histoire de sa terre. Une histoire qu'il raconterait désormais à tous ceux qui voudraient l'entendre, afin que la mémoire de la prêtresse d'Oya et de son bois sacré ne soit plus jamais oubliée. La terre se souvenait. Et maintenant, lui aussi.